c'est pas forcément des problèmes d'argent qui font que les médias arrêtent. Ce sont souvent des problèmes de stratégie, de vision, d'adéquation au marché ou de désaccord entre les actionnaires qui font que ça ne fonctionne pas. Et ce qu'on a pu voir aussi, et c'était aussi pour ça une des raisons qui nous ont incité à lancer la formation au management et à la gestion d'une entreprise de presse, c'est que tu as un rapport émotionnel aussi à leurs médias qui les amène à prendre parfois de mauvaises décisions pour leurs titres, à trop s'engager, à pas réussir à prendre du recul et à continuer même si économiquement ils devraient arrêter. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Claire Marquet, directrice du SPIL, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le syndicat de la presse indépendante et d'information en ligne. Anne-Claire, bonjour. Bonjour François, merci à toi de me recevoir. Eh ben écoute, je t'en prie, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, de venir un peu parler du SPIL et de J'aime l'info, j'ai noté, parce que c'est un des projets importants aussi dont on parlera dans le financement des médias. Alors le SPIL, on en avait un peu déjà parlé à ce micro avec Jean-Christophe Boulanger, l'ancien président du SPIL, hein, je sais plus pendant combien de temps, mais enfin... 6 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Donc un peu emblématique du SPIL qui a bien porté cette organisation. Mais maintenant, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe vraiment dans le détail. Le SPIL, le nouveau bureau aussi. Alors je dis nouveau, mais il date d'il y a 3 ans. Il a 3 ans et on aura bientôt un nouveau bureau, donc avec quelques nouvelles arrivées c'est top. Au sein du bureau du SPIL. Je ne sais pas si tu pourras nous dire ça, mais alors voilà, le SPIL, donc ce syndicat de la presse indépendante, ça représente pas moins de 270 éditeurs de presse indépendants depuis 2020. C'est le dernier chiffre que j'ai, il est toujours juste ? Il est à peu près juste, oui. Bon, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les actions concrètes du SPIL? Si jamais j'étais un éditeur, je viens de voir, en me demandant c'est quoi le SPIL, à quoi ça sert, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos actions? On a 2 actions principales. D'abord, une activité d'information, de conseil auprès des éditeurs sur tous les aspects qui concernent la gestion de leurs médias, donc que ce soit la réponse à leurs questions juridiques, sur l'accès aux aides publiques, sur la convention collective, sur le droit d'auteur, le droit à l'image. Dans mon équipe, il y a 2 personnes qui sont diplômées en droit, donc Max qui est responsable des relations adhérents et Fanny qui est alternante spécialisée en droit des médias et du numérique et qui accompagne les adhérents au quotidien sur toutes leurs demandes, donc qui répondent à leurs emails, qui les reçoivent lors de rendez-vous pour faire un petit peu un tour de leur situation et voir éventuellement à quelles aides ils pourraient prétendre et éventuellement comment on pourrait les orienter dans l'écosystème pour répondre au mieux à leurs demandes. En plus de ça, on organise environ un webinaire par mois sur des sujets qui concernent les éditeurs, donc soit du partage d'expériences sur des bonnes pratiques éditoriales, marketing, techniques. On fait parfois venir aussi des avocats pour répondre à des points précis, par exemple sur l'utilisation du droit à l'image. On fait des cycles de formation sur la direction, le management d'une entreprise de presse. D'accord. On a une newsletter 2 fois par mois pour les informer sur toutes les possibilités de financement. Donc vraiment, il y a un volet accompagnement qui est très fort et qui représente une grosse part de notre activité, plus un forum, puisque le SPIL, c'est un lieu d'échange entre éditeurs. Nombre d'éditeurs indépendants, et tu dois toi-même le voir dans ton activité, se sont souvent isolés et sont contents de parler à d'autres, de partager leur expérience, de se sentir moins seuls. Entre pairs, quoi. Entre pairs, absolument. Et on organise même maintenant un nouveau format, des cafés des managers, qui sont des moments de rencontre qu'on organise à peu près 1 fois par trimestre, en tout cas on essaie, pour que les éditeurs de presse puissent échanger en toute confidentialité sur leurs difficultés et s'aider les uns les autres, vraiment en mode co-développement. Ouais. Et en format petit-déj pour répondre à leurs questions. Donc chacun est libre d'envoyer ses questions et les uns et les autres s'aident pour résoudre le ou les problèmes rencontrés. Donc ça, c'est vraiment une part importante de notre activité, plus l'aspect événementiel. Donc la journée de la presse indépendante qu'on organise chaque année. Qui a lieu quand, je te pose la question. Alors, normalement, on l'a fait plutôt en fin d'année. Ouais. Cette année, on reviendra dessus un petit peu après, si tu veux. Ouais, bien sûr. Mais on organise notre anniversaire, nos 15 ans. Donc cette année, on fait une grosse journée pour Ça va être fêter une journée l'anniversaire. Absolument. Voilà. Et ben, après les 15 ans de Mediapart, j'en parle comme ça parce que c'est notamment un des gros
peut-être le plus gros adhérent. Absolument. Et l'autre aspect de notre activité qui est aussi de plus en plus important, c'est le plaidoyer. Ouais. Donc à Paris et maintenant à Bruxelles, puisque le SPIL a rejoint une fédération européenne qui s'appelle News Media Europe pour partager son expérience et échanger avec d'autres fédérations nationales d'éditeurs de presse. Et donc on est actif auprès de l'Assemblée nationale, du Sénat, de toutes les institutions, de l'administration centrale, donc du ministère de la Culture, pour défendre une vision d'un secteur de la presse qui soit équitable et soutenable pour tous les acteurs. Ouais. Nous, on a une vision non corporatiste du plaidoyer, c'est-à-dire qu'on ne défend pas uniquement la presse indépendante, on essaie de porter une vision d'avenir pour le secteur et qui soit juste pour tous les acteurs. D'accord, qui est forcément un peu biaisé par ce que vous faites avec des éditeurs indépendants, mais enfin, en tout cas, vous on les tient en compte, mais on essaie toujours de porter l'intérêt du secteur et pas de se dire qu'on défend ou qu'on plaide uniquement pour nous. Camp, quoi. Ouais. On porte une vision vraiment d'ensemble du secteur, une vision innovante, plurielle, et qui permette à chacun de trouver son compte finalement dans cet écosystème. Ouais, ok. Écoute, on reviendra peut-être un peu dessus. Qui peut adhérer au SPIL ? Est-ce qu'il y a un portrait robot de l'éditeur aussi indépendant aujourd'hui ? C'est quoi les critères ? Alors, on l'a dit, indépendant, presse indépendante. C'est quoi les critères pour être considéré comme un média indépendant ? Alors, je pense qu'il y a plein de définitions de l'indépendance. Nous, on a la nôtre, qu'on développe et qui est clairement définie dans nos statuts. Pour nous, l'indépendance, c'est principalement le contrôle capitalistique de l'entreprise de presse, qui doit être détenue en majorité par une structure opérant dans le secteur des médias. Ok. Autre point qui est essentiel pour nous, c'est l'application de la convention collective des journalistes lorsqu'on a des journalistes. Donc, pas employer les journalistes comme rédacteurs ou comme auto-entrepreneurs. Il faut être à la convention collective des journalistes. Absolument. En tout cas, pour ces journalistes. Ça, c'est un point qui est vraiment important pour nous, puisque le SPIL est un syndicat représentatif, reconnu par le ministère du Travail. À ce titre, on négocie la convention collective des journalistes. D'accord, vous êtes consulté quand il y a des modifications. Tu parlais de plaidoyer notamment. Absolument, ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. Et le dernier aspect, c'est un aspect déontologique. On est attentif, par exemple, à des éléments comme la séparation entre les contenus publicitaires et rédactionnels qui doivent être clairement identifiés, l'existence de mentions légales, etc. Ok, qui sont de toute façon un peu des critères qu'on retrouve aussi à la CPPAP. Donc le premier, le plus important, si tu peux le rappeler, il faut que la structure qui contrôle le média soit une entreprise de presse. Absolument, ou qui opère en tout cas dans le secteur des médias. Mais qui elle-même peut avoir à son capital un milliardaire ? En tout cas, il faut que la personne qui contrôle, on examine aussi les éventuels conflits d'intérêts des personnes qui détiennent la structure pour nous assurer que vraiment l'entreprise de presse soit contrôlée par un acteur des médias. D'accord. Et alors, je vais pas te cuisiner là-dessus, hein, mais c'est bien, parce que c'est un peu le cœur de votre sujet. Il suffit de cocher ces critères pour être automatiquement accepté, ou est-ce que il peut y avoir des débats et vous allez un peu investiguer? Absolument, c'est une très bonne question que tu poses, et c'est très chouette qu'on puisse justement rentrer dans le cœur du réacteur et savoir comment ça fonctionne. Donc déjà, les candidatures, elles sont instruites par Max, qui est responsable des relations adhérents du SPIL. Les gens remplissent un petit dossier pour expliciter, qu'on puisse comprendre leur capital. Qui ils sont. Absolument, qui ils sont, quel est leur objet, quel est leur produit éditorial, enfin, avoir un site web ou une présentation de ce qu'ils font si le produit n'est pas encore lancé. Ensuite, s'ils ont des journalistes. Ouais. Et comment ils sont employés. Est-ce que c'est la convention collective des journalistes ou éventuellement autre chose ? Une fois que ces candidatures elles sont instruites suivant un dossier précis, il y a une commission, un pré-comité d'analyse des adhésions qui est composé de membres du bureau du SPIL et de Max qui en discutent et qui fait des préconisations au bureau. Et ensuite, le bureau, une fois par mois, tranche sur les différentes adhésions qui lui sont proposées en fonction des recommandations qui lui ont été formulées par le comité des adhésions. Et vous votez et il y a un vote. Majorité. Parfois, il y a des débats. Ouais. Où il y a des questions, et donc dans ces cas-là, on repousse l'examen de la candidature au mois suivant, le temps d'obtenir les éléments réponses, aux questions qui ont été posées par les membres du bureau. D'accord. Tu as des exemples un peu de dossiers qui ont été compliqués, qui sont aujourd'hui chez vous? Alors ceux qui ont été refusés, tu vas peut-être pas les nommer, mais est-ce que ça se joue sur quoi quand il y a des débats? Alors souvent, je pense que c'est pas forcément une bonne idée que de donner des gens qui ont été refusés ou des débats, mais là où on constate que ça pose souvent question, c'est sur l'application de la convention collective. Donc ce qu'on peut faire parfois,
c'est procéder à une adhésion à titre transitoire et accompagner les éditeurs en question sur la voie de la conformité, sur la question justement de la convention collective, par exemple. Ils n'y étaient pas parce que historiquement ils n'y étaient pas, et puis en fait ils se disent pourquoi pas, et puis vous leur expliquez pourquoi c'est bien. Et puis voilà, exactement. Pourquoi aussi c'est vertueux pour le secteur, et ensuite effectivement ils le font, on les accompagne, on les oriente aussi vers des experts, des avocats qui peuvent les aider là-dedans. Et là, ils voient aussi leur intérêt en fait. Ouais. C'est contraignant pour un média d'avoir ces journalistes sous la convention collective des journalistes ? En un sens, oui, mais d'un autre côté, ça offre aussi des avantages parce que ça permet quand même d'avoir quelques abattements sociaux et fiscaux. En revanche, effectivement, ça peut être contraignant puisque déjà, elle est compliquée à comprendre, hein, soyons clairs. C'est là que vous intervenez. Exactement, c'est notre boulot. Et il y a un 13e mois, par exemple, des primes d'ancienneté qui sont pas forcément intuitives à calculer. Donc, c'est vrai que ça nécessite des adaptations au sein des entreprises de presse, mais c'est aussi notre rôle que d'accompagner les uns et les autres vers cette conformité-là. Pareil pour les pigistes, on a des vidéos sur notre site pour expliquer aux éditeurs comment faire. On a un guide de l'emploi des pigistes pour vraiment faciliter autant que possible l'adhésion à la convention collective. Pour revenir sur la question du portrait robot, qui est à mon avis une super bonne question aussi. Exactement. Je pense que tu peux faire 2 portraits robots d'éditeurs. Tu as déjà le tout petit éditeur qui, comme on l'a dit en introduction, qui est tout seul, qui est indépendant, qui se sent vraiment isolé, qui est perdu dans toutes les recherches qu'il a à faire de démarches, qui se sent un petit peu écrasé, qui est souvent un journaliste d'ailleurs, qui est parti d'une rédaction ou qui est parti à la faveur d'un plan social, et je pense que tu en vois beaucoup dans ton activité. Je vous en ai envoyé plein, effectivement. Oui. Mais je les vois en plus, ces journalistes-là. Absolument, qui sont complètement perdus. Ouais. Donc que nous on accompagne, et idéalement dès le début du projet, c'est-à-dire parfois même sur la constitution de la structure. Même sur la constitution de la structure, avant même que le projet soit lancé. Et nous on aime bien les accompagner dès ce moment-là parce que on sait qu'ils sont tout de suite sur des bons rails. Ouais. On sait qu'ils sont tout de suite sur la bonne voie d'un point de vue administratif, des choix juridiques, par exemple sur la constitution de leur société, de l'objet social. Il y a plein d'erreurs exactement. À faire ou pas faire. Il y a plein de petits pièges. On les accompagne aussi dans le temps sur le déroulement logique de leurs demandes de reconnaissance par la commission paritaire, sur les demandes d'aide. On les oriente éventuellement vers les incubateurs si on estime qu'il y a besoin. Ça peut leur être profitable. Ou vers des experts, par exemple sur le modèle économique ou sur la commercialisation, si on estime que dans leur cas, il y a un besoin. Et donc ça, vraiment, on les accompagne dès ce moment-là. Et ils grandissent, entre guillemets, avec nous. Ce qui est assez chouette, c'est de les voir d'ailleurs sur 2 ou 3 ans passer de toute petite structure embryonnaire à structure où ils en vivent. Ouais. Et il y a 2-3 journalistes. Et l'autre type de profil qu'on voit, ce sont des éditeurs qui, pour certains, sont restés tout seuls pendant 5 ou 10 ans, qui ont galéré, qui, pour un certain nombre d'entre eux, ne demandaient même pas les aides ou ne s'intégraient même pas vraiment dans les dispositifs classiques de la presse. Par méconnaissance. Par méconnaissance. Ou la tête dans le guidon. Exactement. Ou simplement par méfiance aussi, pour certains, en se disant que ça allait être trop compliqué, que ça allait être trop difficile, et puis qui nous rejoignent au bout d'un moment, et puis qui ont aussi, on va dire, une envie de faire front, c'est-à-dire de rejoindre un collectif, aussi pour des aspects non pas idéologiques, mais en tout cas de soutenir la cause des éditeurs indépendants, parce que quand ils atteignent une certaine taille, ils ont l'impression, une fois de plus, d'être aussi tout seuls, de pas être très audibles dans leur écosystème, d'être parfois dans une situation de concurrence déloyale avec des beaucoup plus gros acteurs qui, eux, ont accès aux aides publiques. Ouais. Et là, en rejoignant le SPIL, ils ont le sentiment de rejoindre un groupe qui va aussi porter une voix. Ouais. Et ça, c'est ce qu'ils viennent chercher aussi chez nous quand ils sont un petit peu plus gros. D'accord, donc il y a des petits, des moyens et des gros, je le disais tout à l'heure. Alors, gros, on n'a pas de titre à ma connaissance qui dépasse les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mediapart, je crois qu'ils sont à 22. 22. Alors maintenant, ils sont à 22, mais on ne doit pas avoir beaucoup plus que ça. Ouais, de toute façon, après, c'est vrai que... Après, ça devient autre chose, et c'est rare de trouver des médias vraiment indépendants. Absolument. Où ils sont peut-être déjà... dans d'autres structures. On peut être à la fois... On peut pas être au SPIL et on peut être au SPIL et... Le SPIL, il a une expertise qui est complémentaire d'autres syndicats d'éditeurs de presse qui sont plus spécialisés. On a quelques éditeurs, par exemple, qui sont chez nous et qui sont aussi à la fédération... ou à la FNPS. À la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée, effectivement, la FNPS. Il y en a quelques-uns plutôt dans ce sens-là. Ouais. Ou avec le SEPM, qui a une expertise vraiment magazine, que nous, on n'a pas forcément. Mais nous, on a une expertise numérique et un réseau dans le numérique, et avec des acteurs parfois
pas toujours très rentables, mais qui ont des idées complètement nouvelles d'un point de vue éditorial et qui sont très rafraîchissantes pour des acteurs vraiment constitués depuis longtemps, qui cherchent aussi à insuffler quelque chose de nouveau chez eux. Je pose la question, mais c'est que pour les pure players, le Spiel, parce qu'en fait, on parle vraiment d'information en ligne, mais aujourd'hui, je peux venir même si j'ai une publication imprimée? Tout à fait. Depuis 2018, le Spiel s'est ouvert aux publications imprimées, puisque le Spiel œuvre pour la neutralité des supports des aides publiques. Donc à ce titre, il n'y a pas de justification pour que nous, on interdise aux éditeurs de presse imprimés de nous rejoindre. Et ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que depuis 2018, maintenant, on a 25% d'éditeurs de presse imprimés qui sont chez nous, et pareil, qui bénéficient de l'expertise des éditeurs numériques. Ouais, il faut avoir un site web. Ça, c'est quand même un peu le seul... Alors, il faut avoir un site web. Pardon, je dis ça, mais peut-être j'ai tort. Alors, ça, c'est aussi une excellente question. Maintenant, on accueille des gens de manière transitoire lorsqu'ils sont par exemple influenceurs, et qu'ils ont vocation à avoir une certaine indépendance des plateformes et créer leur site web. D'accord. Donc des créateurs de contenu, puisque quand tu dis influenceurs, c'est des créateurs de contenu qui ne se considèrent pas du tout comme des médias, mais qui font de l'information. Qui font de l'information et qui ont vocation à disposer leur propre site et vraiment à éditer un média en ayant une maîtrise sur leur curation et sur leurs archives. On peut les accompagner de manière transitoire le temps qu'ils aient leur propre site. D'accord. Donc ça, c'est très early, parce qu'avant qu'ils aient des salariés, une convention, etc. Mais on peut vraiment accueillir les projets très tôt. Ok. Même... Ça, c'est bien. C'est un appel au moins que tu passes. Tout à fait. Si les gens écoutent cet épisode, ont envie de se lancer et donc plutôt de rester, pas forcément s'adosser à un industriel ou à un mécène, mais rester indépendant, ils peuvent venir vous voir de manière totalement gratuite pour avoir des conseils sur... Alors, l'adhésion, même Alors, je parle avant même, tu vois. C'est-à-dire, vous posez les bonnes questions et que vous leur montriez un peu la voie, etc. Exactement. Ça, vous faites ce premier entretien. Exactement. Ça, on le fait très volontiers avec de nombreuses personnes, de leur donner quelques éléments. Ouais. Mon équipe, on le fait vraiment de manière très régulière. On en fait peut-être 3 ou 4 par semaine, ce type d'entretien, justement, effectivement, comme tu le dis, pour orienter les gens dans un premier temps. Et s'ils veulent aller plus loin, on les invite vraiment à nous rejoindre, parce que c'est vrai que l'expertise déployée par l'équipe, elle a un coût, et on peut pas le faire gratuitement pour tout le monde. Non. Mais c'est vrai qu'on peut tout à fait faire ce premier rendez-vous, et on est content de le faire parce que parfois ça donne des pistes utiles, ou ça fait germer quelque chose dans l'esprit des gens. Ça amène aussi parfois à faire évoluer le projet, pour le rendre peut-être plus conforme à ce qu'il est possible de faire d'un point de vue administratif. Oui, exactement. Et qui pourra aider par la suite. Et donc après, évidemment, quand on devient adhérent, il y a une cotisation. Absolument, qui dépend du chiffre d'affaires. Ouais, c'est un tableau qui est public, d'ailleurs. Qui est public, absolument. Voilà, qui est sur notre site. Entre quelques centaines et quelques milliers d'euros par an. C'est entre 300 et 9600. Euros. 300 euros, c'est pour les éditeurs qui font moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et pour les gens qui n'ont pas encore lancé leur société, le tarif d'adhésion est de 150 euros. D'accord. C'est un peu symbolique, mais absolument. Il y a quand même des frais de fonctionnement. Tout à fait. Un peu de personnel. Maintenant, nous sommes 5, oui. Voilà, il y a quand même 5 personnes à payer, des organisations d'événements, etc. Voilà, mais c'est quand même relativement accessible, en l'occurrence. Je pense que si on pense en termes de rapport coût-bénéfice... T'as l'impression que c'est un bon plan. Je pense que c'est un bon plan, ne serait-ce que par l'accès au réseau, au forum, et quand l'accès plus facilité, on va dire... En tout cas, le niveau d'information qui est apporté, ça fait, je pense, économiser aussi pas mal de frais d'avocat ou... de conseils par ailleurs. Et ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Juste la dernière question par rapport au support. Tu l'as dit que vous étiez donc relativement neutre maintenant en termes de support. Je pose encore une question très très précise. Une newsletter peut adhérer au Spiel. Tout à fait, on en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein et c'est un format qui se développe. Ce qu'on voit sur un certain nombre de newsletters qu'on accueille, c'est que dans un certain nombre de cas, c'est entre guillemets juste une newsletter. Et ensuite, ça se développe en site ou avec... c'est un média, en fait. C'est un média qui se développe avec de nouveaux services, voire d'autres newsletters, d'autres verticales. Donc, c'est tout à fait possible pour nous d'accueillir des newsletters. Top. Voilà, donc agnostique en termes de support. Très important, ça. Très important. Ouais, non, mais c'est vrai que j'étais un peu resté sur le côté très pure player, etc. Qui était un peu le point de départ. Mais donc c'est plus on avait vraiment cette image-là, mais c'est plus du tout le cas. On a vraiment vocation à accueillir une large variété de supports, même des gens qui sont beaucoup en podcast ou en vidéo. On essaie vraiment de les accompagner autant que possible. D'accord. Alors c'est marrant parce que là, on l'avait pas évoqué, mais podcast pour le coup, donc support audio. Tout à fait. Tout ce qui est dispositif d'aide, là pour le coup...
Il n'y a rien. Il n'y a rien, effectivement. Nous, on se bat contre ça depuis très longtemps, justement, pour ouvrir les dispositifs d'aide à la presse aux éditeurs de podcasts. Vous faites partie du PIA, pardon. Il y a un syndicat qui avait été créé. Alors, effectivement. Notamment avec Joël Ronez, on en parlait. Je suis désolé, j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est. Je vois de qui tu parles. Alors, on n'est pas, on n'est pas membre, mais par exemple, on est parfois en lien avec le CIRTI, qui est le syndicat des radios indépendantes. Typiquement, donc vous militez, alors militer le terme est peut-être pas bon, mais en tout cas, on le pousse auprès du ministère de la Culture dès qu'on a l'occasion, auprès des parlementaires dès qu'on le peut. On l'a poussé lors des états généraux de l'information. Enfin, c'est vraiment un sujet qu'on pousse depuis un moment. Et après, il y a aussi des moyens pour certains éditeurs, par exemple, de développer des contenus un peu écrits justement pour bénéficier des aides. Ouais. Il y a des manières de faire. Absolument, il y a des manières de faire dans les clous. Pour rentrer dans les clous, et ça, nous, on est habitués à accompagner les éditeurs vers ça. Très bien. Est-ce que tu peux me faire alors la question un peu vague, mais le bilan de la presse en ligne indépendante en France en termes de fréquentation? Est-ce que c'est une presse qui se porte bien, qui se développe? On parle beaucoup de concentration dans le marché des médias en France. Alors, pour te faire un bilan, moi, sur la fréquentation, j'ai pas forcément beaucoup de chiffres parce que c'est un petit peu éclaté. Ouais. Tous les éditeurs, en plus, ne mesurent pas l'audience de la même manière. Tous ne sont pas à la CPM. Donc, si tu veux, c'est un peu compliqué d'avoir des éléments sur la fréquentation. Moi, ce que je peux te dire de là d'où j'en suis de mon poste d'observation, entre guillemets, c'est qu'on a vu, notamment en 2023, quand même pas mal de défaillances de médias indépendants, soyons clairs, de notre côté. Et moi, je suis pas pessimiste pour autant, parce qu'effectivement, c'est pas parce que il y a concentration qu'il faut être non plus ultra inquiet. On va dire que ce sont les plus faibles qui s'arrêtent, parce que le marché, de toute façon, est très compliqué pour tout le monde. T'as la concurrence des plateformes. La pub qui baisse. L'inflation. L'abonnement, c'est très compliqué. Donc, il y a aussi des éléments de contexte économique qui font que c'est compliqué, et encore plus quand t'es un tout petit acteur fragile, pour lequel, par exemple, l'accès aux aides est un petit peu plus compliqué, ou t'as pas forcément la compétence pour monétiser ton média, tu sais pas comment aller chercher de l'abonnement, aller chercher de la contribution volontaire, t'as pas forcément assez d'audience pour générer du revenu publicitaire, donc t'as quand même des acteurs pour lesquels c'était un peu plus compliqué. Après, ce qu'on constate aussi, c'est que, et on le voit encore plus cette année, tu vois aussi certains acteurs qui se développent bien, en fait. Enfin, nous, on a, ne serait-ce que cette année, un certain nombre d'éditeurs, par exemple, qui ont doublé leur cotisation, ont fortement augmenté leur cotisation, ce qui prouve que, on va pas dire que le marché est simple en ce moment, parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, on voit quand même que c'est pas une baisse généralisée. Voilà. Et certains s'en sortent. Et ça serait intéressant, je sais pas si tu as, mais d'essayer de comprendre pourquoi. Alors justement, ça c'est un point qu'on avait développé dans notre rapport d'activité l'année dernière, ce qu'on avait pu voir, parce que en 2022, on avait identifié 23 éditeurs de presse du SPI qui avaient arrêté leur activité. Et on trouvait que c'était énorme. Ouais, après, c'est quasiment 10%. Absolument. Après, on avait beaucoup de gens qui nous avaient rejoints, etc. Donc, il y a toujours du mouvement dans ce secteur-là. Il y a des gens qui s'arrêtent, et il y a constamment des médias qui se recréent. Et ce qu'on avait identifié, finalement, c'était pas forcément... Donc, c'était sur un échantillon qui n'est pas représentatif, je pense, du secteur, mais en tout cas, mon équipe avait mené une enquête qualitative sur pourquoi les éditeurs avaient arrêté. Ils avaient appelé les éditeurs qui avaient arrêté, et ils avaient obtenu, je crois, 15 ou une bonne quinzaine de réponses. Et ce qui apparaissait, c'est que c'est pas forcément des problèmes d'argent qui font que les médias arrêtent. Ce sont souvent des problèmes de stratégie, de vision, d'adéquation au marché, ou de désaccord entre les actionnaires qui font que ça ne fonctionne pas. Mais je pense que tu dois avoir aussi des éléments à ce sujet, des constats qui sont similaires. Oui, bien sûr, c'est des fautes de stratégie. Et ça rejoint un peu, et là ça porte de l'eau aussi à ton moulin, mais on parlait de ces journalistes qui se lancent dans le média, et en fait, sans forcément avoir les bonnes bases, et qui sont soit un peu idéalistes, ou qui aiment bien le boulot de journaliste, mais qui derrière réalisent pas la charge de travail que ça va être, et que ça dégoûte aussi quelque part. Donc, si on n'a pas une stratégie un peu claire, et tu l'as dit, des fois, ils pensent avoir des bonnes idées, mais c'est des fausses bonnes idées, et c'est trop niche. Ils n'ont pas forcément de vision économique, ils sont pas forcément accompagnés, ils n'osent pas forcément demander de l'aide. Et ce qu'on a pu voir aussi, et c'était aussi pour ça une des raisons qui nous ont incité à lancer la formation au management et à la gestion d'une entreprise de presse, c'est que tu as un rapport émotionnel aussi à leurs médias qui les amène à prendre parfois de mauvaises décisions pour leur titre, à trop s'engager, à pas réussir à prendre du recul et à continuer même si économiquement ils devraient arrêter.
Ouais, c'est clair. Alors que des fois, c'est aussi un courage de... Absolument, que de dire on arrête parce que ça marche pas ou on fait autrement parce que là, vraiment, il n'y a pas de market fit, quoi. Ouais, donc ça, c'est bien ces formations, effectivement. Je pense que c'est vraiment utile, c'est bien de le rappeler. Et donc, voilà, c'est pas forcément que des problèmes d'argent, tu l'as dit, mais derrière, voilà, ça peut être... De stratégie, de vision, de conception du marché. Nous, on reçoit beaucoup d'éditeurs, par exemple, qui, lorsqu'ils lancent leur projet, ne font pas d'études de marché ou alors font des études de marché littéralement au doigt mouillé sur les proches. Sur un échantillon de 3 proches. Exactement, et c'est pas suffisant. Et encore plus dans un marché qui est compliqué, qui est très concurrentiel et où les gens sont pas forcément très enclins à payer l'info, quoi. Ouais. Et en termes de lancement de médias, forcément, t'en vois autant, moins. Il y a eu quand même une grosse vague, j'ai l'impression, tu sais, quand il y a eu toute cette vague de subventions d'incubateurs. Oui. Voilà, donc il y a eu une espèce d'énorme concurrence des incubateurs et donc forcément des aides à un moment donné, c'était à qui on aurait. Donc ça a peut-être aussi aidé les gens ou inciter des gens à se lancer. Est-ce qu'il y en a autant de projets qui se lancent? Est-ce qu'il y en a moins? Comment tu vois un peu l'évolution? Moi, je suis arrivée au SPIL il y a bientôt 3 ans et demi et je constate qu'effectivement, il y a moins de projets qu'avant qui se lancent. Même, moi, je siège en comité d'attribution des bourses d'émergence. Ouais. Et je me rappelle, l'une des premières, je crois que c'était la première année où j'avais siégé. Une fois, on s'était retrouvés. Alors, à l'époque, il y avait 1 ou 2 comités par an, ce qui n'était pas énorme. Mais une fois, on avait dû examiner 65 dossiers en une après-midi. Aujourd'hui, on traite peut-être 80... Je pense que c'est à peu près de l'ordre de 70 ou 80 dossiers par an, je pense. À l'année, quoi. À l'année, oui. Ouais, donc il y en a quand même beaucoup moins. Je pense qu'il y en a beaucoup moins, oui. Après, je sais, c'est dur de dire est-ce que c'est bien ou pas bien. Moi, je me souviens avoir vu beaucoup de ces projets. J'étais proche d'un incubateur, etc. Mais beaucoup, c'était des gens qui ont juste une idée, mais un peu farfelue, et qui se lancent. Et en fait, les incubateurs avaient tellement besoin de dossiers qu'ils prenaient un peu tout et n'importe quoi. Donc, est-ce que les dossiers sont mieux maintenant ou est-ce que vraiment les gens se lancent un peu moins? Je sais pas si on peut dire que les dossiers sont mieux, parce que quand ils sont accompagnés, que ce soit par un incubateur ou même par nous, on voit que les dossiers sont beaucoup plus qualitatifs parce qu'ils ont beaucoup plus de vision. Après, il y a toujours des gens qui se lancent sans être accompagnés, en se disant que... je sais pas d'ailleurs pourquoi les gens ne cherchent pas forcément l'accompagnement, ne cherchent pas à avoir ne serait-ce qu'un regard extérieur sur leur dossier, sur leur projet. Mais on reçoit quand même à chaque session 5 ou 6 dossiers, je pense, qui sont vraiment très médiocres. Il n'y a pas d'autre terme. Avec 0 business plan, avec un projet éditorial qui finalement... Tient à peine la route. Qui tient à peine la route, ou simplement qui ne se distingue pas de ce qui existe déjà. Ouais. C'est ça aussi l'enjeu, c'est comment tu produis une offre éditoriale qui va se distinguer dans un monde où tu es en concurrence aussi avec les réseaux sociaux, où tu as par exemple plein d'acteurs de l'info générale. C'est vraiment tirer son épingle du jeu, être découvrable, entre guillemets, et être attirant pour le lecteur dans un contexte où les gens sont absolument pas tout seuls quand ils lancent leur projet. Absolument. C'est terrible, tout le monde se bat pour ça. Donc émerger aujourd'hui, si effectivement on n'a pas une proposition de valeur très précise et un angle un peu différenciant, c'est chaud. Et différenciant et puis simplement attirant. Enfin, tu peux avoir l'angle différenciant. Moi, j'ai vu des projets très différenciants. Mais c'était tellement différenciant que ça n'intéressait personne. Oui, donc il y a aussi c'est ce que je disais, les trucs un peu trop niches, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Non, c'est clair, mais voilà, c'était un peu avoir ton regard pour être vraiment une bonne observatrice là-dessus, de est-ce qu'il y a besoin est-ce qu'il y a plus ou pas de dossiers. Donc un peu plus de gens qui arrêtent, un peu moins de projets qui se lancent quand même, malgré tout. En tout cas, c'est ma perception. Ouais. Alors, on l'a rapidement évoqué en introduction, un autre des chevaux de bataille. Alors, je dis toi parce que je pense quand même que c'est un projet que tu portes pas mal au SPIL. C'est cette initiative appelée J'aime l'info. Donc, en dehors du SPIL, c'est une autre association. Tout à fait, c'est une association une autre entité juridique pour le pluralisme de l'information et à la fois qui se traduit par un widget qu'on place sur son site pour soutenir la presse indépendante. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Alors c'est vrai que je porte pas mal J'aime l'info depuis que je suis arrivée au SPIL. Donc J'aime l'info, comme tu l'as dit, c'est une association qui soutient le pluralisme de l'information et qui permet à des éditeurs de presse d'ouvrir des collectes qui peuvent permettre aux donateurs de bénéficier d'une défiscalisation du don sous condition. Ça veut dire que seuls les éditeurs reconnus IPG, donc d'information politique et générale, ou 39 bis A, qui est une catégorie d'IPG. Une partie de la production serait considérée IPG. Hein. Voilà, comme étant d'information politique et générale par la CPPAP, donc qui est une commission paritaire
donc composé à la fois de représentants de l'administration, du ministère de la Culture et des organisations professionnelles représentatives, dont le SPIL. Dont vous, bien sûr. Absolument. Et donc, seuls ces éditeurs-là, qui sont reconnus par la commission paritaire, peuvent bénéficier de la déduction fiscale. D'accord. Mais on peut utiliser les services de J'aime l'info si on n'est pas tout à fait, mais dans ce cas, c'est juste qu'il n'y aura pas de déduction. C'est juste qu'il n'y aura pas de déduction. Jouer sur cet argument-là. C'est juste qu'il n'y aura pas de déduction fiscale et dans ce cas, nous, on est un service de financement participatif comme un autre. Ouais. Et J'aime l'info, ce qu'on constate, il y a un vrai engouement du public et des éditeurs pour cette solution, puisque entre 2020 et 2023, donc on est en train de finir les comptes 2023, triplé le montant de collecte. Quand je suis arrivée en 2020, on collectait 1,8 million d'euros sur J'aime l'info. Aujourd'hui, 2023, on va être entre 5,6 millions et 5,8 millions d'euros de collecte au profit d'une petite centaine d'éditeurs et auprès de 90 000 donateurs cette année. Donc c'est quand même vraiment pas rien. Il y a un peu de flux quand même. C'est pas juste trois fans de presse qui soutiennent leur... Tout à fait. Donc le développement de J'aime l'info, il est lié à la fois au fait que les éditeurs soient de plus en plus capables et de plus en plus doués justement pour mobiliser leur communauté, audience. Tout à fait. Mais aussi parce que J'aime l'info a opéré des changements techniques non négligeables depuis 3 ans, avec la refonte totale de son outil de collecte de dons, qui nous permet de proposer justement un widget qui est parfaitement intégrable, complètement personnalisable pour les éditeurs, et qui est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus attrayant, qui offre une expérience du don pour les donateurs assez proche finalement presque d'un achat en ligne, puisque les gens font leurs dons et reçoivent leur reçu fiscal automatiquement par email. Donc ils n'ont pas à attendre, ce n'est pas une expérience un peu frustrante où on doit relancer les gens. Ouais, parce qu'en fait c'est un peu ça le secret. Hein. Il y a le message qu'on fait passer, mais aussi l'expérience utilisateur quand on fait le don. Si t'as un blocage, t'as un truc qui est un peu chiant, ou t'as un formulaire trop long, etc., t'as juste envie de dire, bon, ouais, je verrai ça plus tard. Tout est sur une seule page, donc les gens ne quittent pas la page. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer une expérience de don qui soit la plus fluide possible. Et ça marche. On constate même, en tout cas selon mes hypothèses, un rajeunissement de l'audience, puisque le montant moyen du don a baissé. On a beaucoup plus de dons, mais pour un don qui est un montant qui est moins élevé. Donc ce qui me laisse présager... Pourquoi ça te laisse... Tu traduis ça en un rajeunissement de... Parce que déjà... Ceux qui collectent le plus sont des médias dont on sait que l'audience est quand même assez jeune. Par exemple, Vert. Ouais, c'est marrant, j'étais dessus. Puisqu'en fait, sur la page, on voit les campagnes en cours. Tout à fait. Mais généralement, ça se passe via le site de l'éditeur. Donc, Vert. Vert, par exemple, ou des médias très engagés comme Blast. Et on constate que les gens qui utilisent des outils de paiement tels que Apple Pay ou Google Pay, nous, on présume que ce sont plutôt des jeunes. En fait, avec le développement de moyens de paiement tels que ceux-là, on pense qu'il y a plutôt un rajeunissement de l'audience. Ouais, vous collectez pas beaucoup de chèques. 2000. Sur 90 000 personnes qui donnent. Tout à fait. Ouais, donc c'est pas effectivement... Je pense qu'on a une audience qui est probablement plus jeune que Presse et Pluralisme, qui est l'association historique, qui est, on va dire, le pendant plutôt presse imprimée de J'aime l'info. Qui est un concurrent, entre guillemets. On choisit en tant qu'éditeur l'un ou l'autre. Tout à fait, les éditeurs choisissent l'un ou l'autre. D'accord. Et toi, tu penses que t'as le meilleur produit? Je me permettrai pas. C'est à la fois aux éditeurs et après c'est à la fois aux éditeurs et aux donateurs de déterminer. Je pense que on n'a pas forcément le même public qui donne. Ouais, non mais écoute, c'est clair. Et après donc plein de modalités. On peut donner en une fois, on peut donner par mois. Tout à fait, on peut les donner montants. Par mois. C'est et très pour les libre. éditeurs, on développe vraiment les fonctionnalités. Donc c'est ce que je t'expliquais rapidement tout à l'heure, mais on va dévoiler une nouvelle version de notre site avec un niveau de fonctionnalité pour les éditeurs renforcé, avec la possibilité d'avoir un petit tableau de bord qui permette de se comparer par rapport au global. C'est-à-dire voir si tu collectes plus en moyenne ou moins, la région de provenance de tes donateurs, et sur un petit tableau, des vues qui te permettront de voir qui sont tes donateurs récurrents. On réfléchit à intégrer, par exemple, les dates d'expiration de carte bleue, par exemple, pour que les donateurs, les éditeurs, les tout de suite. Absolument. Ils ont accès aux données, pardon, je pose la question de manière ils ont accès aux données en l'état. Toutes les données, mais là, on va vraiment renforcer l'expérience. Les éditeurs pourront connecter directement leur CRM
à notre outil de collecte de données. D'accord, pour pouvoir les avoir dans leur propre base, pouvoir interagir avec eux. Plutôt que de passer constamment par des fichiers Excel, là, tu pourras connecter directement ton outil à toi à notre outil à nous. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est des points d'accès API individualisés. Et on peut faire des prélèvements. Je pose la question parce que tu parlais justement des dates d'expiration. Et en fait, comme chez Causa Astra, on bosse quand même beaucoup dans le e-commerce, dans ces sujets-là. On sait que c'est un peu l'enfer, les cartes bleues qui expirent. C'est toujours le moment où tu vas perdre du monde. Donc, le prélèvement étant le Graal un peu. Le prélèvement, on peut le mettre en place avec J'aime l'info aussi. Et pareil, sur le don récurrent, on voit qu'il y a un beau développement de ça, puisque je crois que on a à peu près, je crois que c'est 3 ou 4 000 donateurs récurrents. Rien que sur 2024. Et je crois que l'année dernière, 2023, on en avait à peu près plus du double. D'accord, donc ça en progression aussi. C'est en progression aussi. C'est top, ça, effectivement. Et c'est quelque chose qui est complémentaire à l'abonnement. Vous, en fait, vous poussez les éditeurs en disant « mettez-le ». Faites une campagne un peu de soutien, etc. Alors, mais vous pouvez proposer de l'abonnement par ailleurs. Ça ne vient pas remplacer la prise d'abonnement d'un éditeur. Tout à fait. Je pense que c'est bien de le voir comme ça. Nous, on pousse les éditeurs à rien du tout. C'est à eux de voir si une campagne de dons s'intègre à la fois dans leur business model et dans leur manière d'interagir avec leur communauté. Parce que ce qu'on explique aussi aux éditeurs, c'est que lancer une campagne de contribution volontaire auprès de leur communauté, ça ne s'invente pas et ça ne s'improvise pas. C'est pas parce que J'aime l'info fonctionne super bien que, en claquant des doigts, tous les donateurs vont venir te filer 20 € par mois. C'est pas comme ça que ça marche. Ça nécessite de parler à sa communauté, de l'engager, de lui donner des objectifs, d'expliquer pourquoi, à quoi ça sert. Donc, ça demande quand même un engagement des éditeurs. Ça demande aussi, par exemple, de montrer ses coulisses. Nous, on incite les éditeurs à donner des choses en échange. Alors, le don à J'aime l'info, il est sans contrepartie, mais t'as quand même moyen de montrer ce qui se passe chez toi, d'inviter à des rédactions de presse, de faire une newsletter exprès. Enfin, en tout cas, les possibilités sont nombreuses, mais ça demande de parler aux gens, de les remercier. Ouais. De toute façon, qui sont un peu tous les mécanismes de quand on fait des campagnes de crowdfunding. Hein. Oui, tout à fait. Vous êtes un peu en concurrence là-dessus avec un KissKissBankBank. Alors, je pense qu'on n'est pas en concurrence. Je pense que c'est un outil, une fois de plus, qui est complémentaire. Ouais. KissKissBankBank, par exemple, a une expérience marketing que mon équipe n'a pas, et nous, on n'a pas le temps de faire non plus. Donc c'est tout à fait complémentaire. Et KissKiss, c'est des campagnes qui sont, on va dire, sur un temps limité, alors que J'aime l'info... Pour le lancement d'un projet, d'une alors que J'aime l'info, c'est souvent des campagnes au long cours. Après, les éditeurs, parfois, s'en servent, notamment en fin d'année, pour booster un petit peu leurs revenus ou ce genre de choses, s'ils ont des projets, ou certains, comme Street Press, s'en servent pour financer typiquement des enquêtes au long cours ou des événements spécifiques. Ouais. Mais c'est tout à fait complémentaire. Et c'est aussi complémentaire de l'abonnement, parce que ce qu'on a pu voir chez certains éditeurs, c'est que dans un certain nombre de cas, le fait de lancer une campagne de dons, ça peut booster l'abonnement, puisque vraiment, ça rassemble les gens, ça leur rappelle à quoi ça sert de payer l'information. Ouais, et à quoi sert leur argent. C'est un moment de mobilisation qui peut avoir un effet vertueux sur l'abonnement et qui va pas nécessairement court-circuiter les dynamiques d'abonnement. Et les éditeurs sont à l'aise tous avec ça, avec ce truc, où il y en a qui te disent on a l'impression de faire la manche, de demander du soutien, etc. Ou c'est passé maintenant dans les mœurs J'ai l'impression que ça passe dans les mœurs. Et je pense que c'est pas non plus pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui n'en ont pas envie, qui n'ont pas envie de se lancer dans cette démarche-là, et c'est pas grave. Ouais. Mais pour ceux qui se lancent, ils savent pourquoi ils le font. Parce que c'est vraiment un moyen de se rapprocher aussi de leur audience, de leur parler, de créer un moment vraiment ensemble, quoi. Je pense que c'est pas du tout dénué d'intérêt. Et ils font pas du tout la manche. Hein. Ils impliquent leurs lecteurs. Je suis assez d'accord. Mais je veux dire, pour répondre aux éditeurs qui trouveraient que cette démarche, elle est un petit peu, pas honteuse, mais en tout cas, où c'est un petit peu réclamer des sous, mendier ou quoi que ce soit, je pense que c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'histoire de créer un moment même avec son audience, de mobilisation. Il y a un côté très citoyen dans le fait de donner un média pour rendre, par exemple, l'information accessible à tous. Donc c'est pas du tout mendier, c'est vraiment, je pense, un projet du média pour créer quelque chose avec ses lecteurs, par ses lecteurs. Très clair. J'ai pas posé la question, combien ça coûte ? J'aime l'info ? J'aime l'info. Alors, on a un système de commission qui varie selon les moyens de paiement, sinon l'accès à J'aime l'info en tant que tel est gratuit. D'accord, donc vous prenez une commission de fonctionnement. On prend des commissions de fonctionnement et nos prestataires techniques en prennent aussi. Donc, travaille pas pro bono ? Malheureusement non, mais pourtant on a des frais qui sont réduits parce que J'aime l'info est une ONG. D'accord. Donc en gros, au total, on est à peu près sur ce qu'on appelle les paiements plateformes, donc Apple Pay, Google Pay,
PayPal, prélèvement SEPA, carte bancaire française et internationale, on est à peu près sur environ 6% de frais de commission. Sur ce qu'on appelle le don hors plateforme, donc le virement direct sur le compte de J'aime l'info et sur les chèques, là, on est plutôt quasiment entre 8 et 10% en fonction du montant du chèque. D'accord. Parce que on est obligé de... Alors, on sous-traite les chèques, enfin le traitement des chèques, puisque tout doit être saisi à la main dans notre système informatique. Pas toi, directement les chèques qui les rentrent. Alors je l'ai fait au tout début, mais j'ai rapidement sous-traité cette activité parce que... C'est pas rentable. Alors c'est pas rentable pour nous, parce que le fait de mettre des cadres là-dessus, sur cette tâche-là, ça nous coûte beaucoup plus cher que de... Ouais, que de le sous-traiter. Et puis en fait, c'est plus sécurisé de le faire par des gens dont c'est le métier, parce que moi je peux faire des erreurs, eux ils ont des process et ils font ça bien. Ouais, c'est leur métier. Absolument, c'est leur métier, c'est un vrai métier, on se rend pas compte, mais c'est un... Non, c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais effectivement, quand ils ont tout un tas de process sécurisés pour la saisie, etc. Ça sécurise aussi les éditeurs qu'on passe par ce biais-là et pas que les chèques restent à notre bureau le temps qu'on ait le temps de les saisir. Quoi. Là, il y a un coursier qui vient, c'est déposé à la banque et c'est traité de manière complètement sécurisée. Bon, top. Et là, juste la dernière question là-dessus, la majorité, ça me paraît évident, mais je le rappelle, des dons, des soutiens viennent du widget sur le site de l'éditeur où le message est passé et non pas du site J'aime l'info où les gens iraient et choisiraient leur campagne pour donner. J'imagine que ça, c'est très marginal, cet usage-là. Absolument, cet usage-là est pas de com qui est faite sur J'aime l'info. Non, parce que l'objectif, c'est que J'aime l'info, ce soit un outil au service des éditeurs. Ouais. Et c'est pour ça que la marque J'aime l'info, le J'aime l'info, n'apparaît quasiment pas sur les campagnes. Ouais. On est quasiment invisible, on apparaît sur le reçu fiscal. Et c'est nous qui adressons le reçu fiscal. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment que les éditeurs s'approprient complètement l'outil. Et sinon, s'il y a trop d'intervenants, ça crée la confusion dans l'esprit des donateurs et ça casse un peu la confiance. Donc c'est très bien que nous, on n'apparaisse pas et qu'on fasse pas de pub. C'est aux éditeurs aussi de se saisir de l'outil, quoi. Très clair. Il paraît que je dis souvent très clair. mais en même temps, quand ça l'est... Ça ponctue le podcast. Exactement. On va parler un peu d'IA, parce que voilà, vous avez plaidé pour les petits éditeurs indépendants en ce qui concerne l'utilisation de l'IA. C'est quoi la position du SPIL sur l'utilisation de l'IA générative, notamment chez les éditeurs? C'est un sujet que vous portez? Alors, nous, sur l'utilisation, en tout cas, chez les éditeurs, on n'a pas fait de recommandations pour l'instant. Et juste un point, c'est que le SPIL n'émet pas de position pour les petits éditeurs indépendants. Je pense que la position qu'on défend sur l'IA générative, de manière générale, et sur les questionnements qu'on peut avoir, je pense qu'elle est quand même plutôt consensuelle dans le secteur. Il y a une vraie inquiétude de la part de tous les éditeurs, et pas uniquement chez les petits éditeurs indépendants, sur des aspects de droit d'auteur, par exemple le pillage des contenus par des crawlers d'IA générative, pour nourrir des IA génératives. Il y a des questionnements aussi sur les distorsions de marché éventuelles. Par exemple, le risque que des sites se présentant comme des sites de médias génèrent énormément de contenu de manière automatique et puissent éventuellement prétendre aux aides à la presse. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a alerté les autorités, parce qu'il ne faudrait pas que des sites sans journalistes puissent accéder aux aides à la presse. Vraiment, il faut défendre la spécificité de l'information faite par des journalistes. Ouais. Donc ça, c'est un point essentiel. On a aussi une grosse inquiétude sur la prolifération de la désinformation et la responsabilité des plateformes face à ça, puisque grâce à l'IA, on peut générer de manière extrêmement simple beaucoup à la fois d'informations, mais aussi de fausses informations ou de avec désinformations. Aussi l'impact que ça peut avoir pour le public et de renforcer la défiance entre le public et les acteurs de l'information. Donc ça, c'est vraiment... et on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça, absolument. Et le fait aussi que le public soit détourné finalement des sites d'information, parce qu'il trouve la réponse directement par des moteurs de recherche, d'ailleurs des réponses qui ne sont même pas forcément toujours très exactes. Oui, avec les SGE, etc., ce risque effectivement qu'on ait la réponse plus ou moins exacte directement à une question sans avoir à citer la source ou même à renvoyer vers la source qui a permis la génération de cette réponse. Absolument, donc nous, notre demande, c'est en tout cas réfléchir à des modalités de rémunération qui soient pérennes pour tous les acteurs, parce que les acteurs de l'IA générative ont aussi intérêt à sécuriser leurs apports en données et à s'appuyer sur de la donnée qualitative. Si demain, tous ceux qui font de la donnée qualitative, entre autres les éditeurs de presse, n'ont plus les moyens de fonctionner, qui va nourrir l'IA générative? Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un intérêt à penser des accords pour rémunérer l'utilisation des contenus par des moteurs d'intelligence artificielle générative. Vous discutez avec les autres organisations, parce que ce sont quand même des sujets un peu brûlants en ce moment. Tout à fait, et on est régulièrement en lien avec les autres organisations
professionnels à ce sujet. On a tous été auditionnés en commun à ce sujet par le comité interministériel pour l'IA, par les différentes instances qui existent. Ce sont des éléments qu'on fait remonter aux autorités à Paris et à Bruxelles. On a fait part il y avait une consultation sur l'IA et la concurrence organisée par la Commission européenne récemment, donc on a fait part de nos propositions, de nos inquiétudes en particulier sur les risques de distorsion de marché. Donc on est très actif sur ce sujet et je pense que globalement les positions sont plutôt alignées entre les différents acteurs du secteur. C'est déjà ça. C'est quoi les autres grands projets du SPIL qu'on n'aurait pas évoqués ? Les autres grands projets, on a toujours plein de choses en cours, on va dire. Je pense que l'actu la plus brûlante du moment, c'est la préparation de notre anniversaire, puisque le SPIL fête ses 15 ans. C'est 15 ans. Le 7 juin, absolument. Donc vous allez avancer cette journée de la presse indépendante tout à fait. Pour coïncider avec votre anniversaire ? Aussi parce que pour des raisons organisationnelles, je ne vous apprends rien. Il y a les JO, donc c'est plus compliqué de le faire cet été. Ouais. Donc... je te vois sourire, mais c'est vrai que voilà. Donc on organise ça le 7 juin 2024 à la Gaîté Lyrique. Donc le matin, on aura notre assemblée générale et l'après-midi, on va organiser une après-midi un peu d'échange, de débat, de conférence pour parler du futur de la presse. Finalement, 15 ans de combat du SPIL et voilà, que nous réservent les 15 prochaines années. Donc avec une discussion à la fois sur l'IA et les informations, sur la question aussi du risque de régime illibéral et de guerre, parce que ça fait aussi partie des possibilités. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les 15 prochaines années. La présentation aussi de quelques éditeurs du SPIL, des enjeux des éditeurs du SPIL, et une réflexion sur finalement quelles sont les propositions qu'on peut porter tous en commun dans la profession pour le futur de la presse. Donc c'est une journée qui est ouverte à tout le monde. Donc si les auditeurs du podcast on relaiera sont intéressés dans la newsletter ou dans le podcast. Donc la date est arrêtée, c'est vraiment le 7 juin à la Gaîté Lyrique. C'est vraiment le 7 juin à la Gaîté Lyrique dans le centre de Paris, qui est un très beau lieu. On a beaucoup de chance d'être accueillis là-bas. Ouais, donc rendez-vous est pris, donc ouvert à tous. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et l'idée, c'est bien qu'on puisse en discuter aujourd'hui parce que notre enjeu, c'est aussi d'attirer un public au-delà même des éditeurs indépendants qu'on peut avoir au SPIL, parce que la question de l'indépendance et du pluralisme de l'information, elle concerne tout le monde. Elle dépasse un peu juste la taille d'une structure. Et de notre secteur en entier. C'est bien que les citoyens éventuels qui écoutent ce podcast s'intéressent aussi à ça et nous rejoignent aussi dans cette discussion, parce qu'elle les concerne clairement. En fait, le pluralisme de la presse, c'est un vrai enjeu de démocratie, et ça concerne tout le monde, quoi. Donc c'est chouette que chacun puisse participer à ce genre d'événement. Et sinon, évidemment, la suite des travaux de J'aime l'info, donc déploiement du nouveau site internet avec les nouvelles fonctionnalités. Les API pour connecter son CRM. Tu disais, on va pas entrer dans les détails techniques, mais voilà, il reste toujours de toute façon, c'est toujours vivant, tu le sais, ce genre de projet. L'idée, c'est de continuer à le développer aussi en fonction des besoins et des demandes des éditeurs. J'aime l'info, la nouvelle plateforme de collecte de dons, on l'a développée grâce aux éditeurs, avec le soutien des éditeurs, en remplissant autant que possible le cahier des charges qui nous avait été fourni. Et on est vraiment ouvert à continuer les développements pour avoir un outil qui corresponde toujours plus aux besoins des uns et des autres, parce que on voit à quel point c'est utile et on veut vraiment que les éditeurs s'en saisissent, le tordent dans tous les sens, le poussent et vous fassent remonter ça pour améliorer. J'aime l'info. Alors, on l'avait pas dit, mais on peut utiliser J'aime l'info même si on n'est pas adhérent du SPIL. Tout à fait. Voilà, on n'a pas besoin d'être adhérent du SPIL pour être sur J'aime l'info. On oblige à personne d'être adhérent au SPIL. Bon, donc, au moins, le message est passé. Le rendez-vous est pris pour le 7 juin également. Et voilà, j'imagine que ce sera annoncé avant, donc on pourra relayer ça et puis le lien d'inscription aussi à ce moment-là. On arrive au bout de cet épisode. C'est la dernière question que tu connais peut-être si tu écoutes Mediarama. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager en dehors de cette journée du 7 juin qui va être très cool, je l'imagine bien, mais peut-être que tu as autre chose. Oui, je travaille avec mon chien, donc si vous passez au SPIL, si vous venez nous voir dans nos locaux, vous aurez la chance de voir Poupou le chien, qui est mon chien. Et qui est la mascotte un peu du SPIL. Qui est un peu la mascotte non officielle du SPIL et qui apporte sa bonne humeur, sa joie de vivre à tous nos locaux, puisqu'on a la chance de partager les locaux du 1 dans le centre de Paris. Pas mal. Et donc, effectivement. Et, c'est très sympa. C'est très sympa. Il n'y a pas assez d'animaux dans les bureaux. Exactement. Et vraiment, on sous-estime l'impact de cet animal qui vraiment, en plus, il est très drôle, il est très joyeux, il accueille tout le monde.
il y a plein de facéties et vraiment ça crée des sujets de conversation, ça apporte beaucoup de légèreté dans les bureaux. Donc, Je suis d'accord. Donc rappelle-moi son nom. C'est Poupou le chien. C'est Poupou le chien. Voilà, donc qui est la mascotte du Spiel. Si vous allez au Spiel, si vous allez voir Anne-Claire, vous pourrez saluer Poupou le chien. C'est un truc cool et je t'envie de pouvoir emmener ton chien, ce que j'aimerais beaucoup faire. Mais à Bordeaux, j'ai un associé qui est allergique. J'ai failli l'emmener aujourd'hui, mais tu vois, t'aurais pu. Ah, c'est vrai, j'ai pas osé. Non, mais t'aurais totalement pu. On avait ici à Paris, là, on enregistre à Paris il y a quelques années un sous-locataire qui venait avec son chien et tout le monde adorait. Mais ouais, tout le monde adore. Il y a des jouets de chiens qui traînaient, il passait une tête. Voilà. Et c'est vrai que tu as raison, ça crée toujours un petit truc sympa. Voilà. Et alors, tiens, je vais juste en profiter pour recommander une newsletter à laquelle je suis abonné sur la vie des chiens qui s'appelle La Truffe. Ah, super. Écoute, j'irai voir alors. Ouais, c'est très rigolo. Donc, c'est Chloé Villain qui fait ça. C'est La Truffe, une newsletter hebdomadaire. Donc, ça, c'est rigolo. C'est léger, évidemment, mais c'est la newsletter qui a du flair. Super, j'irai voir. Merci pour la reco. Écoute, je t'en prie. Et puis, si elle écoute, qu'elle puisse aller aussi au Spiel, puisque vous accueillez les newsletters. Merci Anne-Claire pour ton temps. Bravo pour ce travail de tous les jours qui ne s'arrête jamais. Donc, le Spiel. Et si vous avez écouté cet épisode et que voilà, vous sentez que vous avez des questions, n'hésitez pas. Anne-Claire est donc, vous l'avez entendu, cool, agréable et toujours prête à répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à passer son bureau ou lui envoyer un mail. On peut te retrouver sur LinkedIn. Tout à fait. Vous pouvez me contacter sans problème sur LinkedIn ou par email à l'adresse contact@spiil.org. Avec 2 L, évidemment. Non, 2 I. 2 I, pardon, pas 2 L. spiil.org. Merci Anne-Claire. Merci François pour ton accueil. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.